Mon nom, voilà, il est là, David Rondeau. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, où j'enseigne la chimie analytique et ce qu'on appelle la chimie physique. Et je fais mes recherches à l'Institut d'électronique et des technologies du numérique, où l'on travaille sur l'effet des ondes électromagnétiques sur le vivant, en analyse chimique, voilà, et où on met au point certaines méthodes d'analyse un peu originales, et ce qui me permet de collaborer notamment avec les collègues de Vannes, qui m'ont gentiment invité à faire cette présentation sur la chimie dans la société. Alors en fait, quand Nathalie m'a invité, j'avais pas encore ce titre-là en tête, et puis c'est venu un peu cet été, en feuilletant quelques revues. Non. En feuilletant quelques revues dans une librairie, il y avait un Science et Avenir où il y avait 20 questions qui étaient indiquées, 20 questions qui obsédaient les scientifiques apparemment. Et parmi ces 20 questions, il y avait des questions sur les virus, sur l'océan astral, sur l'homme de Néandertal, sur des problèmes liés à la physique, la révolution des supraconducteurs, la matière noire et autres sujets, mais aucun sujet impliquant la chimie. Alors de là m'est venue la question, mais finalement, quel est le statut de la chimie dans la science contemporaine, puisque finalement elle apparaît ne plus obséder les scientifiques. Alors c'est vrai que la chimie souffre d'un statut un peu en balance. C'est un terme que j'utiliserai souvent, notamment par rapport aux autres sciences comme les sciences physiques et les sciences biologiques. Alors on sait qu'au lycée, on dit toujours que la chimie s'apprend, que la physique se comprend. Voilà, donc c'est moins difficile apparemment de faire de la chimie que de faire de la physique. Et puis quand on scrute un peu l'histoire des sciences et la philosophie des sciences, on s'aperçoit que très souvent, les grandes catégories de l'épistémologie, qu'on appelle l'inductivisme, l'empirisme logique, le falsificationnisme, ou la notion des paradigmes de Thomas Kuhn ou des programmes de recherche d'Imre Lakatos, jusqu'à aller sur l'anarchisme méthodologique de Paul Feyerabend, presque tous les sujets et tous les exemples sont tirés de l'histoire de la physique. Que ce soit sur l'héliocentrisme, la loi de la gravitation, la théorie de la relativité générale ou encore la physique quantique. Il y a peu d'exemples qui sortent de la chimie. Alors en biologie, on a Claude Bernard avec l'expérimentation. Alors il y a une tradition francophone des philosophes liés à la chimie qui avait démarré avec Pierre Duhem, puis avec Gaston Bachelard. Une tradition francophone avec les Belges comme Isabelle Steengertz et Hélène Metzger, et puis une grande philosophe des sciences, Bernadette Bensaud-Vincent, qui a fait beaucoup pour la philosophie de la chimie, auquel je me référencerai assez souvent. Alors par rapport à la physique, on voit que la chimie souffre un peu de ce manque de considération en histoire et philosophie des sciences. Et si on regarde par rapport à la biologie, on se dit que finalement, quand on compare la chimie à la biologie, on se dit que la chimie s'opposerait finalement au naturel et au vivant, alors que la biologie, quand même, elle a vocation, elle, de s'intéresser à l'organisation du vivant, à différentes échelles. On voit ici les échelles du vivant que j'ai retirées, encore une fois, d'une revue Science et Avenir, où on se demande où est la chimie ici, et où s'arrête la biologie, et où commence la chimie. Et puis aussi, bien sûr, la biologie a la vertu de s'intéresser à la frontière, via la médecine notamment, entre le normal et le pathologique, ce qui lui donne une vertu autre que celle de la chimie, et bien au-delà. Parce que finalement, quand on pense à la vie et à la biologie, on s'aperçoit finalement que la chimie exclurait souvent la vie de son champ d'action. En chimie, on parle d'herbicides, on parle d'insecticides, de fongicides, d'acaricides, jusqu'à des homicides avec les fameux gaz de combat, et jusqu'au tristement célèbre Zyklon B, inventé par des chimistes. Et donc finalement, la chimie exclurait la vie de son champ d'action. Alors ici, je vous ai présenté quelques formules chimiques. Alors en chimie, forcément, on a une façon d'écrire. Très souvent, on essaye d'écrire tous les atomes d'une molécule. Alors ici, on a une molécule, c'est le 2,4-D, qui est un herbicide qui a été très souvent utilisé, au même titre de ce qu'on appelle le 2,4,5-T,
hein, le fameux agent orange qui était pulvérisé pendant la guerre du Vietnam pour essayer d'éviter que les combattants se cachent dessous les forêts. Le fameux glyphosate. Et vous voyez que quand on écrit les formules, à un moment donné, le chimiste n'écrit plus les atomes de carbone. Voilà. Dès que les atomes de carbone sont présents entre deux liaisons, eh bien, on met simplement deux lignes droites qui se rejoignent. Et puis, intuitivement, le chimiste va deviner ensuite aussi où sont les atomes d'hydrogène ici qu'on a finalement enlevés. Donc, la chimie synthétise des insecticides comme le DDT, qui sera très longtemps controversé, comme le bénomyl, hein, qui est un fongicide qui s'attaque aux champignons, le chloropyrifos, qui est interdit depuis le 2020 et puis qui, lui, s'attaque aux acaricides. Et enfin, comme je vous le disais, eh bien, on va jusqu'à la création de gaz de combat par les fameux chimistes. Alors, si la chimie semble exclure la vie de son champ d'action, eh bien aussi, la chimie est souvent confrontée face aux enjeux environnementaux. On accuse souvent la chimie de pollution atmosphérique. On a l'exemple des fameux boues rouges, hein, que l'on observe dans certains lieux d'extraction. Le fameux 7e continent de plastique, hein, fabriqué à partir de polymères, hein, qui est à la dérive sur tous les océans. Et même quelquefois, malheureusement, la chimie a été associée à des catastrophes environnementales et même de santé humaine, avec la fameuse catastrophe de Seveso en 1976, où au mois de juillet, il y avait eu une fuite de dioxine dans une usine en Italie, que les dirigeants avaient mis un certain temps à déclarer, ce qui a provoqué de nombreuses maladies justement dans la population, d'où maintenant les fameux sites Seveso, qui se réfèrent au fait qu'il faut un certain nombre de réglementations quand une usine chimique est implantée près d'habitations. On a aussi la fameuse catastrophe de Bhopal, hein, qui fit 10 000 morts et presque 250 000 blessés, où une fuite d'isocyanate de méthyle avait conduit la population à subir un large dommage aux environs de Bhopal. Voilà. Donc, avec tous ces transparents que je vous ai montrés, il apparaît que la chimie, on peut se poser son problème de son statut d'abord au sein de la société. Alors, pour essayer de trouver quel est le statut de la chimie dans la société, finalement, on va essayer de remonter le plus loin possible, et notamment aux premiers usages du feu. Et en fait, la chimie a toujours associé le faire et le connaître. Et très tôt, dès qu'il a fallu, par exemple, fabriquer des mortiers ou de la chaux, ou travailler les alliages, alors il a été nécessaire d'appréhender ce qu'on appelle les propriétés de la matière afin de mieux maîtriser son usage. Et pour, par exemple, fabriquer de la chaux, alors on prenait du CaCO3 ici, qui est de la terre calcaire, et tout ce qui est calcaire a la propriété de se calciner. C'est pour ça qu'on l'appelle calcaire. Et donc, avec l'usage du feu, eh bien, on faisait partir un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone, et on obtenait de la chaux qui servait à faire des mortiers. Et puis, on s'était aperçu qu'en mettant la chaux dans de l'eau, vous savez que la chaux vive déclenche une réaction qui dégage de la chaleur, eh bien, on retrouvait le feu, comme s'il y avait un cycle. Et donc, on travailla le cuivre aussi. Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des façons de travailler ces métaux-là. Alors, la chimie, c'était pas la chimie, hein, bien sûr, mais appréhender les propriétés de la matière, aller au-delà de ces matériaux-là, puisque on a aussi essayé d'extraire de la nature différents types de colorants. Par exemple, le pourpre de Tyr, d'un petit coquillage qu'on appelle le murex, avec cette belle couleur-là. On extrayait ce qu'on appelle le rouge cochenille de petits insectes, qui donne d'ailleurs ce fameux colorant E120 que l'on trouve dans de nombreux bonbons, donc qui est tout à fait naturel. On essayait aussi d'extraire cette fameuse alizarine, cette molécule-là, de l'agarance qui donne ce beau rouge alizarine, ou alors même l'indigo à partir de l'indigotier, ce bleu que l'on retrouve généralement sur le jean. Donc le chimiste essayait d'extraire de la nature, d'utiliser la nature et essayait aussi d'en ressortir de suppléer la nature pour en ressortir les meilleures propriétés. On a aussi même le chimiste qui synthétise des colorants, c'est-à-dire que sur des peintures rupestres égyptiennes, on s'est aperçu que les Égyptiens avaient
pu synthétiser ce qu'on appelle le bleu égyptien. Donc ça veut dire que le chimiste ici transformait en même temps la nature. Il allait même au-delà de ces simples colorants. C'est-à-dire que le chimiste aussi, eh bien, il a réussi à extraire des molécules aux vertus thérapeutiques, notamment de la feuille de saule, où on a pu extraire la salicylline, et on voit qu'une des premières ordonnances date du 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, où on commençait à prescrire une tisane pour soigner les maux de tête à base de saule. On sait même que 400 ans avant Jésus-Christ, avec Hippocrate, on reconnaît qu'une tisane de saule peut soulager les douleurs. Alors, certes, on pouvait extraire des molécules aux vertus thérapeutiques, mais aussi des molécules aux vertus analgésiques, avec l'opium, qui était très tôt reconnu comme un antalgique. Et finalement, on peut s'apercevoir ici que finalement, le naturel, il est très chimique, puisque toutes ces molécules extraites de la nature, eh bien, du point de vue du chimiste, sont des molécules chimistes. Donc, pour essayer de regarder comment la chimie va évoluer dans notre société, alors on ne va pas faire le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, mais on sort la chimie de son côté artisanal pour arriver dans les manufactures, et puis après, on verra dans la révolution industrielle. Et donc, pour que la chimie pénètre dans la société, il a fallu la sortir de l'artisanat. Et ça, c'est Louis XIV. Louis XIV qui a commencé à vouloir que la chimie rentre dans les manufactures. Et à partir du XVIIe siècle, Louis XIV va demander à Colbert de fonder l'Académie des sciences afin de dynamiser le commerce et de mettre en place un programme de développement des manufactures. C'est comme ça qu'on créera la manufacture des Gobelins, qui existe toujours à Paris avec son célèbre école des Gobelins, pour travailler les couleurs et aussi travailler leur accroche sur les tissus. Car pour bien vendre un tissu, il fallait que celui-ci soit bien coloré, que la couleur ne perde pas sa teinte et qu'elle reste très longtemps. Donc il a fallu trouver soit des substituts de l'indigo, qu'on extrayait de l'indigotier. Par exemple, on synthétisa le bleu de Prusse. Et puis, parallèlement à la création de la manufacture royale des Gobelins, on a créé la manufacture royale des glaces et miroirs de Saint-Gobain. On sait très bien que Louis XIV, avec la galerie des glaces, était assez friand des glaces. Et puis, c'était surtout les Italiens qui lui les fournissaient. Et donc, il était nécessaire de s'affranchir de ce commerce-là, de ce commerce extérieur, pour créer soi-même son verre. Mais pour créer le verre, il fallait disposer de ce qu'on appelle de la soude. Ce que le chimiste appelle la soude, c'est NaOH, et celle-là, c'est la soude Na2CO3, ce qu'on appelle la soude du commun. Et toute la difficulté était d'obtenir cette fameuse soude. D'autant plus que Colbert aussi avait décidé de développer d'autres manufactures, mais cette fois-ci à base de savon. Et Colbert avait pensé qu'il était possible d'avoir une appellation d'origine contrôlée, à savoir que le savon français, eh bien, il devait être exclusivement fabriqué à partir d'huile d'olive pure en utilisant des barils de soude. Alors pourquoi il fallait utiliser de la soude? Parce que dans l'huile d'olive, vous avez ce qu'on appelle des triglycérides, ici, et les triglycérides, il est nécessaire de les transformer, et de les transformer notamment en ce qu'on appelle le glycérol, et puis un carboxylate de sodium. Et la particularité de ce carboxylate de sodium, c'est que vous voyez, il y a des charges positives et négatives à un endroit, puis ici à l'autre endroit, on dira qu'il y a une partie qui est hydrophobe, donc qui ne se mélange pas à l'eau, qui vous permet de créer du savon avec des micelles. Et donc cette réaction chimique qui utilisait la soude NaOH, c'est la soude caustique, ou la soude Na2CO3, ce qu'on appelle la soude commune, la soude domestique, eh bien, elle était normalement extraite de la salicorne ou de barilla, qu'on importait soit d'Espagne, soit d'Afrique via la Méditerranée. Et donc, il devenait nécessaire, pour s'affranchir de toutes ces importations, de fabriquer de la soude. Alors, Louis XIV lance un concours. Un peu comme actuellement, il y a les agences nationales de la recherche qui lancent des concours. Voilà. Donc, il y a un appel à projet. Et l'appel à projet, présenté par l'Académie royale des sciences, c'est de trouver le procédé le plus simple et le plus économique pour décomposer les sels de mer et en extraire l'alcali qui sert de base. Et c'est Nicolas Leblanc qui va répondre et qui aura l'appel à projet. Alors, on remarquera que
L'appel à projet, il démarra en 1791, 10 ans après 1781, c'est-à-dire que la Révolution française est passée par là, mais qu'on a maintenu finalement cette nécessité d'avoir un brevet d'exploitation sur la fabrication de soude. Alors Nicolas Leblanc, il a inventé un procédé, alors que je décris ici pour les gens qui connaissent un peu la chimie, mais qu'il n'est pas nécessaire de bien comprendre. Simplement, on voit qu'il parle de sel, du NaCl, c'est notre sel de table, tout simplement, avec ici du vitriol, c'est-à-dire de l'acide sulfurique concentré. Et quand il fait réagir ça, il dégage du CO2, il récupère du carbone, simple, et il le forme, grâce à du calcaire, la fameuse soude. Alors vous voyez qu'on utilise des produits essentiellement naturels, le sel marin, notre sel de table, et on forme de la soude à partir de calcaire, produit hautement naturel. Il ne reste que l'acide sulfurique à préparer. Alors on va construire des soudières. Ces soudières vont être construites dans le sud de la France notamment, comme ici. Et puis ces soudières, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir y apporter le H2SO4. Donc pour réduire peut-être pas le bilan carbone de l'époque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à côté des usines fabricant du Na2CO3, de la soude, implanter ce qu'on appellera des vitriolières. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler en réseau, comme le chimiste sait faire, c'est-à-dire rapprocher au plus près possible en amont des soudières, ce qu'on appellera les vitriolières, pour éviter les phénomènes de transport et faire tout sur place. Et donc, à l'aide de réactions chimiques appropriées, on fabriqua directement le vitriol qu'on mettra à côté de la soudière. Mais il y a un problème. C'est que notre réaction chimique, elle dégage des vapeurs d'acide chlorhydrique, ce fameux HCl. Donc très rapidement, les populations locales vont se plaindre de cette odeur pestilentielle et il va falloir trouver la meilleure façon, justement, d'éviter les problèmes environnementaux. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer à côté une méthode qui va permettre de recycler l'acide chlorhydrique. Et en recyclant cet acide chlorhydrique, on va le faire réagir avec de l'oxyde de manganèse. Voilà, c'est un autre métal. Et on va pouvoir piéger l'acide chlorhydrique inutile et on va former quoi ? Du chlore gazeux. Donc, on se rend compte que la chimie, rien que dans son implication dans la société, d'abord, elle travaille en réseau, en amont pour fournir les matières premières et en aval pour valoriser les sous-produits et éviter la perte de sous-produits qui seraient dangereux éventuellement pour l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ce chlore-là finalement ? Alors il faut savoir qu'il y avait au cours du XVIIIe siècle un grand challenge, c'était celui du blanchiment des tissus. Pour blanchir les tissus, on était obligé de les poser sur des énormes espaces, ici, afin de les blanchir au soleil et aux intempéries, avec le soleil et la pluie, le tissu arrivait à blanchir. Et finalement, le directeur de la manufacture des Gobelins, souvenez-vous, on parlait de la manufacture des Gobelins pour les teintures, il va montrer que l'action du chlore, qui est dissous dans l'eau, il permet, ça on le sait tous, de blanchir les tissus. Et dans un village à côté de Paris, qui s'appelle le village de Javel, et qui sera un futur arrondissement de la ville de Paris, le chlore va être utilisé et le chlore va être mélangé avec de la potasse. La potasse, c'est quelque chose qu'on extrait des mines de potasse. Et ce chlore mélangé avec la potasse va nous donner ce qu'on appelle des ions hypochlorate. Ces ions hypochlorate, c'est le fameux eau de Javel qui aura été créé par Claude-Louis Berthollet dans ce village de Javel afin de valoriser ce dichlore qui était extrait des mines, extrait des industries qui fabriquaient de la soude factice. Alors, sur ces simples exemples-là, on peut voir que finalement la chimie a un statut toujours en balance au sein de la société. Elle est entre un contrat social et un contrat environnemental. Son contrat social, bien sûr, parce qu'elle permet de résoudre des problèmes, alors actuellement on pourrait parler des problèmes d'emploi, mais les problèmes d'importation, des problèmes géostratégiques, mais en même temps, elle est confrontée à ce contrat environnemental et on voit bien que dès l'essor de l'industrie et des manufactures chimiques, on voit bien qu'un décret impérial, paru en 1810,
mentionnera qu'à compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative. La chimie est donc à chaque fois en balance entre son contrat social et son contrat moral. Alors, si on évolue encore dans l'histoire, eh ben on va s'apercevoir que cette balance entre le contrat social et le contrat environnemental va encore s'accentuer. Au XIXe siècle, il se passe en Angleterre, il n'y a plus de charbon de bois. Alors, on est obligé de creuser un peu pour essayer de remplacer ce charbon de bois, parce qu'on a beaucoup déforesté, parce qu'on a fait beaucoup de bateaux, et donc il y a de moins en moins de forêts, et il nous manque du charbon de bois. Alors on creuse, parce que sous terre, on trouve du charbon de terre. Et en creusant sous terre, eh bien, on va essayer d'extraire ce charbon de terre. Mais pour extraire ce charbon de terre, il va falloir des pompes pour éviter d'avoir de l'eau qui s'accumule au fond du puits. Donc il va falloir construire des pompes. Mais pour construire des pompes, il faut de l'acier. Mais pour faire de l'acier, il faut du charbon. Et pour transporter le charbon et l'acier, il faut des trains, il faut des rails. Donc il faut du charbon, encore plus. Et c'est la révolution industrielle qui va naître, et dont certains historiens disent que cette révolution industrielle est née simplement d'un petit déplacement d'équilibre au sein de la communauté anglaise, parce qu'il n'y avait juste pas assez de charbon de bois, disent certains historiens. Et donc la révolution industrielle va naître, on va donc extraire beaucoup de charbon, mais il va falloir valoriser ce charbon. Et puis aussi, il va falloir valoriser les sous-produits du charbon. Alors on va demander à la chimie d'essayer de valoriser ces sous-produits de charbon. Alors quand on fait du charbon, on a de la houille qui est chauffée dans une coquerie. Et quand elle est chauffée dans cette coquerie, on récupère du coke qui a un très haut pouvoir calorifique et qui, lui, va pouvoir être utilisé en métallurgie, justement pour faire de l'acier. Mais il reste énormément de sous-produits qu'il va falloir essayer de valoriser. Alors, il y a les fameux gaz de houille qui vont permettre de faire de l'éclairage urbain, mais il reste aussi tous les goudrons à différents stades de distillation. On a la naphtaline, on a le phénol, on avait ce qu'on appelait les graisses vertes, les toluènes, l'anthracène. Donc tous ces résidus de goudron à différentes étapes de la distillation qu'il va falloir valoriser. Pour des concepts environnementaux déjà, mais aussi pour des concepts économiques. Alors on va commencer où? On va d'abord commencer en Angleterre. Pour valoriser tous ces goudrons, on va aller du côté notamment de Manchester, puisque c'est là qu'a commencé la révolution industrielle. Et dans cette révolution industrielle, il y a 3 personnages qu'on appelle Hoffman, Grice et Caro, qui vont utiliser un des résidus des distillations du houille qu'on appelle le benzène. Et puis avec ce benzène, ils vont faire une suite de réactions chimiques. Alors Peter Grice c'était un chimiste, hein, et c'est lui qui a, on verra, travaillé sur pour les premiers intermédiaires de synthèse, ce qui est une dénomination des chimistes. Caro, c'était un chimiste allemand qui était imprimeur sur tissu et qui était à Manchester depuis 1859 et qui va travailler sur la synthèse de colorants. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont faire ce que le chimiste appelle une suite de réactions chimiques dont le but, eh bien, finalement, est de transformer chaque molécule à l'aide de ce qu'on dira d'opérations appropriées. On a ici notre molécule de benzène, qui est reconnue comme étant un cancérogène certain, qui va être transformée avec du vitriol, l'acide sulfurique, l'acide nitrique, voilà. On le transforme en une molécule qu'on appelle du nitrotoluène, puis encore avec de l'acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, qui était fourni par les soudières. Eh bien, on va fabriquer ce qu'on appelle la fameuse aniline qui donnera naissance à la BASF, puisque la BASF, c'est quoi? C'est la fabrique d'aniline et de soude de Bade. Et donc, cette fameuse aniline-là, pour l'instant en Angleterre, va aider à faire ces colorants, grâce à une réaction utilisée par Peter Grice, ce qu'on appelle la formation en chimie de sel de diazonium. Et donc, on va inventer en Angleterre le fameux colorant rouge, totalement synthétique, et le fameux jaune de Manchester. Et à partir de 1880, l'Angleterre est le premier pays au monde à synthétiser des colorants. Un colorant sur 2 est acheté en Angleterre. Mais sur le continent, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe sur le continent, c'est qu'Heinrich Caro, il ne va pas rester en Angleterre. Heinrich Caro, justement, la BASF, lui demande de venir travailler chez elle. Et donc, retour en Allemagne, où là, il va travailler au sein de la BASF, la fameuse fabrique d'aniline et de soude
de Bade. Il va travailler avec deux autres chimistes, Grebe, Lieberman et Bayer, pour former de la fameuse alizarine, ce fameux colorant qu'on extrayait de la fleur de Garance, parce qu'ils ont bien compris que cette fameuse alizarine, si je regarde simplement le milieu de cette molécule-là, elle correspond à cette molécule-là qui est un anthracène chez le chimiste et qui est directement issue des résidus de houille et des goudrons. Donc la chimie va encore participer à la valorisation de ces résidus-là. Et par une suite de réactions chimiques, eh bien, conduire à la formation de cette fameuse alizarine, ce colorant rouge vif. Alors cette histoire de fabrication du véritable premier colorant synthétique, eh bien, va conduire au fait que les producteurs de Garance et d'alizarine français eh bien, produiront de moins en moins d'alizarine puisqu'elle sera remplacée par l'alizarine synthétique. Il y aura donc un effondrement des producteurs de Garance dans le sud-ouest, de la France notamment et en Alsace. Et l'armée française, qui voulait quand même soutenir cette production, eh bien, conservera ces fameux uniformes avec un beau pantalon rouge alizarine et des épaulettes rouges alizarine qu'on enverra au front en 1914 avec des colorants allemands. Voilà. Jusqu'au moment où on se dira que ça représente des cibles un peu trop faciles et qu'il est temps de changer cet habillage. Ben justement, on va le changer. On va changer ce rouge alizarine. Pourquoi ? Pour le fameux uniforme bleu horizon. Mais cet uniforme bleu horizon, il va être fait avec quoi? Avec la chimie allemande, qui va encore une fois valoriser les goudrons de houille grâce à l'aniline pour synthétiser. Alors je vous montre ici la suite de réactions chimiques, cet ensemble de recettes que le chimiste utilise pour faire bouger les atomes au sein des molécules et synthétiser les molécules d'intérêt qu'il a ciblées auparavant. Et donc, bien, ce sera la première synthèse de l'indigo, ce fameux colorant bleu, qui sera réalisé chez Adolf von Baeyer, et dont l'armée française eh bien, équipera ses soldats. Mais cette fois-ci, en cas de conflit, il n'y a plus de question de brevet, on l'achètera chez les Anglais et pas chez les Allemands. Voilà. Et donc, nos braves fantassins partiront au front avec un uniforme bleu horizon, parce qu'il fallait avoir la couleur de l'horizon quand on sortait des tranchées. Voilà. Et donc, ce bleu horizon, eh bien, on le retrouve sur nos jeans avec ce fameux indigo. Alors, vous voyez que la chimie, elle a participé à la révolution industrielle, à l'essor industriel, tout en ayant cette balance entre son contrat social et son contrat environnemental. Valorisation des sous-produits et éventuellement protection eh bien, de l'environnement. Mais elle va aller au-delà. Parce qu'à partir de la révolution industrielle, eh ben, la croissance démographique va augmenter. Il va donc falloir nourrir tous ces gens, dont la révolution industrielle nous a montré ici l'augmentation. C'est-à-dire qu'à partir, vous voyez, de 1900, la population mondiale augmente. Mais pour nourrir tous ces gens, il faut améliorer le rendement des récoltes. Il faut améliorer le rendement agricole avec de nouvelles sources d'engrais, notamment. Et les nouvelles sources d'engrais, eh bien, c'est l'ammoniac. Mais l'ammoniac, il faut la synthétiser. Parce que sinon, l'ammoniac, il faut l'extraire, par exemple, du guano, mais il n'y en a pas suffisamment pour soutenir une telle croissance démographique. Alors, on synthétisera l'ammoniac, notamment avec un procédé chimique qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, voilà, où on utilisera simplement l'azote atmosphérique, plus de l'hydrogène, pour fabriquer cet ammoniac. Et puis, cet ammoniac, pour qu'il soit mieux disponible pour les plantes, eh bien, on le transformera en acide nitrique et en ammonitrate, les fameux ammonitrates qui sont les engrais qui sont utilisés. Mais quand je parle d'ammonitrate, il faut savoir que derrière ces industries d'engrais se cachaient des industries militaires. Parce qu'il y avait un intérêt stratégique à utiliser ces composés tirés de l'acide nitrique pour fabriquer, eh bien, dans un premier temps, l'acide picrique qui sera utilisé par les Français en 14-18 et le fameux trinitrotoluène, où ce sont les réactions de l'acide nitrique avec le fameux benzène et avec l'initrobenzène, que je vous ai montré tout à l'heure, qui permettront de fabriquer ces explosifs. Donc vous voyez ici qu'on arrive à un contrat social et aussi un contrat moral de la chimie au sein de la société. Et ce contrat moral va encore aller plus loin, parce que les premiers usages militaires de la science, c'est en 14-18 avec l'avènement des gaz de combat, notamment dans la région d'Ypres,
le 22 avril 1915, où l'attaque allemande sera précédée d'épandage de dichlore, procédé mis au point par Fritz Haber. Fritz Haber qui pourtant, c'est lui qui avait inventé le procédé qui permettait de synthétiser l'ammoniac, qui reçut le prix Nobel pour ça. Et Fritz Haber, lui, ce sera le premier à développer une méthode de stockage et de dispersion du chlore dans les tranchées adverses. Et donc, à partir de ce moment-là, toute l'industrie chimique, qu'elle soit allemande ou française d'ailleurs, là je cite BASF, Hoechst et Bayer, travailleront pour la mise au point de ces gaz de combat. Le chimiste sera sollicité, en France comme ailleurs, pour participer à l'effort de guerre. Il inventera même des moyens de détection de ces fameux gaz de combat. Donc on voit tout de suite qu'on est toujours en balance ici entre ce fameux contrat social et ce fameux contrat moral. Et on peut même aller encore un peu plus loin. Pour améliorer le rendement des récoltes, il faut protéger les cultures. Alors, on va essayer de protéger ces cultures, et notamment en fabriquant des insecticides. Et le premier insecticide qui avait été fabriqué, il avait été fabriqué par un nommé Seisler, qui avait fait réagir, encore, vous voyez, c'est toujours les mêmes cycles qui réagissent, c'est toujours de la valorisation des sous-produits de ces gaz de houille, qu'on va faire réagir avec du chloroforme, enfin avec un dérivé du chloroforme, encore une fois, avec notre fameux vitriol, notre acide sulfurique, pour former ce qu'on appelle du DDT. Et ce fameux DDT, il sera utilisé par la société SCJ parce qu'il permet d'éviter les insectes ravageurs de culture. C'est un insecticide, donc il tue les insectes ravageurs de culture, qui sont en même temps vecteurs de paludisme, de typhus, comme les moustiques, les puces et les poux. Et d'ailleurs, le général MacArthur se plaignait pendant la guerre du Japon d'avoir un tiers de ses troupes au combat, un tiers de ses troupes blessées et un tiers de ses troupes atteintes du typhus. Et il avait précisé, je ne peux pas continuer comme ça si je n'ai pas quelque chose pour éviter que mes soldats soient atteints de paludisme au cours de leur stationnement dans le Pacifique. Et donc MacArthur, il va engager une campagne d'aspersion massive des différents soldats. On dit d'ailleurs qu'en 1943, quand l'armée américaine rentre dans Naples, Naples est sauvé d'une épidémie de typhus grâce à la libération de DDT. Alors forcément, le DDT, il est très controversé. Mais il faut savoir quand même que dans le monde en 2009, 800 000 personnes, et dont beaucoup d'enfants, mouraient du paludisme. Et qu'on n'a pas encore trouvé, je ne suis pas biologiste, mais de médicaments miracles contre le paludisme. Alors le DDT, certes, il est controversé, et c'est à partir à peu près des années 50 que le grand public va être alerté. Notamment par un livre qui est sorti, c'est d'ailleurs une publication d'une biologiste, Rachel Carlson, qui publiera ce qu'on appelle le printemps silencieux et qui sera l'acte fondateur de l'écologie environnementale. Et Rachel Carlson, qui n'arrive pas à publier ses recherches, va écrire un petit livre qui n'accuse pas réellement, mais qui montre comment la nature, à un moment donné, va perdre tous ces poissons, tous ces oiseaux, à cause de l'usage du DDT. Et donc, avec la sortie du livre de Rachel Carlson, le DDT, produit par les chimistes, va être petit à petit interdit. Alors maintenant, le DDT est forcément interdit comme produit agricole, mais il est quand même toléré avec de grandes précautions pour lutter contre les insectes vecteurs et notamment le paludisme, d'où son utilité. Alors face à ça, face à ce défi environnemental, face à cette écologie qui va naître, le chimiste va proposer la chimie analytique. C'est-à-dire que le chimiste-là va participer, lui aussi, à l'essor de cette écologie environnementale, en inventant toute une catégorie d'instrumentation pour rechercher, doser les pesticides, les contaminants dans l'alimentation, avec des moyens propres à la chimie analytique et à l'instrumentation scientifique. Donc vous voyez encore une fois, et j'insiste, nous avons un balancement entre le contrat social et le contrat moral de la chimie, qui peut aussi venir du côté des biologistes, dont on disait qu'elles s'intéressaient quand même aux conséquences de la vie, la biologie. Et en fait, ce qui va se passer, toujours avec les colorants d'ailleurs, Paul Ehrlich réussira, à partir de la fuchsine, à colorer le bacille de corps, grâce à l'action de ces colorants,
Il utilisera aussi, vous vous rappelez, ces fameux colorants azoïques que nous avaient fait les Anglais de Manchester. Eh bien, il arrivera à colorer aussi, pour bien les reconnaître, le trypanosome, d'où le nom de rouge tripant. Et on s'apercevra que finalement, si on modifie légèrement cette molécule-là, si le chimiste décide de changer ces 2 atomes d'azote qui s'appellent N pour nitrogène, par 2 atomes d'astate, AS, eh bien, il utilise à peu près la même molécule que celle-ci, qui a le même squelette moléculaire, et puis on s'apercevra que cette molécule, non seulement elle a la vertu de s'agréger sur certains tissus, mais en même temps d'être efficace contre le trypanosome et les spirochètes, qui étaient le germe de la syphilis. Syphilis qui était soignée depuis Paracels avec des sels de mercure. Et donc, cette molécule sera brevetée en 1910 sous le nom de Salvarsan, et la société IG Farben recevra cette molécule de la part de son inventeur et montrera que ce qu'il y a d'intéressant comme bactéricide, eh bien, c'est ce côté-là qui s'accrochait bien sur les tissus quand c'était un colorant, et puis ce côté-là qui lutte contre les bactéries. Donc on a ici une chimie qui, grâce au colorant, aide la biologie et la médecine. Et au-delà de ça, la chimie va même suppléer la nature. En suppléant la nature, on se rappelle de l'extraction des feuilles de saule. La salicyline qu'on extrayait des feuilles de saule, eh bien, dans la firme Bayer, à Eberfeld, les chimistes utiliseront cet acide salicylique extrait des feuilles de saule, qu'ils traiteront ici avec un anhydride, ce qu'on appelle acétique, pour former la fameuse acide acétylsalicylique, l'aspirine. On a ici la chimie qui va donc suppléer la nature, parce que utiliser l'acide salicylique tel qu'il était là n'était pas simple, parce qu'il n'était pas assez soluble, il n'était pas non plus assez hydrophobe pour traverser les membranes cellulaires et avoir une action analgésique. Et d'ailleurs, ce sera la mode où on acétylera un peu tout ce qui bouge, c'est le moins du terme. À partir du pavot, eh bien, on extrait l'opium, et en faisant réagir l'anhydride acétique sur l'opium, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la fameuse héroïne. Alors il faut savoir que l'héroïne, dès sa création, était en vente libre. Et ce médicament, qui permet de soigner la toux des nourrissons, qui permettait de soigner l'asthme, qui avait un pouvoir analgésique beaucoup plus puissant que l'opium, quand il est donné à très faible dose, était tellement formidable qu'il était héroïque, d'où son nom d'héroïne. Alors forcément, plus tard, son usage un peu détourné, on ne fera pas un médicament si héroïque que ça. N'empêche que la codéine que nous utilisons dans les médicaments, elle vient aussi de l'opium. C'est juste une réaction chimique un peu différente qui a été réalisée sur l'opium pour faire de la codéine et pas de l'héroïne. Donc ici, la chimie supplée la nature. La chimie est en accord avec son contrat social, son contrat moral, et on est toujours regardé sur le contrat social, parce que l'aspirine qui va être brevetée par la société Bayer, eh bien les usines du Rhône, elles, profiteront d'une lacune sur le brevet par contre, qui n'avait pas été déposée en Allemagne, pour fabriquer sa propre aspirine qu'elle appellera la Rodine. Alors il y aura une guerre un peu commerciale entre la France et l'Allemagne qui sera perdue par les Allemands, puisqu'en 1919, dans le traité de Versailles, eh bien, il sera fait mention que les usines du Rhône pourront utiliser le nom aspirine au titre des dommages de guerre. Donc la chimie est toujours en balance avec ce contrat social et ce contrat moral. Donc finalement, si on peut regarder le statut de la chimie dans la société, eh bien, encore une fois, c'est une science qui est toujours à l'équilibre entre un contrat social avec l'industrie chimique. D'ailleurs, la chimie est la seule science auquel on peut accoler le nom d'industrie. On ne parle pas d'industrie physique, on ne parle pas d'industrie biologique, mais il n'y a bien que la chimie pour laquelle on peut accoler le nom d'industrie chimique. Bien sûr, son contrat environnemental par rapport forcément à tout l'environnement, les enjeux, la valorisation de tous les produits, la protection à la fois de l'environnement et des populations sur les différents produits qui sortent des usines, et puis l'utilisation des ressources naturelles,
que maintenant, bien sûr, nous devons de plus en plus présager. Donc, vous voyez qu'elle est toujours en balance avec ces trois thèmes de contrat. Alors là, je vous ai parlé, je finirai après, de la nature de la chimie dans la société et de son statut. Mais maintenant, quel est son statut par rapport aux autres sciences? Notamment les autres sciences comme la physique et bien sûr la biologie. Alors, pour essayer de comprendre le mode de pensée de la chimie par rapport à la physique et la biologie, on peut, encore une fois, partir du début. Alors, pour partir du début, on va aller, comme je le disais, au tout début. En fait, la chimie a toujours associé un cadre de pensée et un savoir-faire. Toujours le faire et le connaître. Et lorsqu'il a fallu comprendre comment les différents matériaux pouvaient réagir, il a fallu y accoler ce qu'on appelle un corpus théorique. Alors, avec Aristote, ce qui avait été proposé, c'est la fameuse théorie des 4 éléments. L'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément eau qui auraient constitué la matière. Mais en fait, il faut voir ces éléments-là comme des supports de qualité. Il y a une matière indéfinissable, impalpable, et il y a une matière qui donne la propriété aux différents matériaux et différentes molécules. L'élément terre donnera la propriété de sec et de froid, l'élément eau d'humide et de froid, l'élément feu de sec et de chaud, et l'élément air donnera la propriété d'humide et chaud. Et le passage de l'un à l'autre s'explique par les réactions de condensation, de solidification, de vaporisation successives. À côté de ces 4 éléments, qui permettraient d'appréhender la complexité et la pluralité de la matière, les alchimistes accoleront 2 principes qu'ils appelleront principes opératoires, puisque l'alchimie, comme la chimie, a toujours associé le faire et le connaître. Et ces principes opératoires nous montreront comment il est peut-être possible de passer des métaux non nobles, c'est-à-dire ignobles, aux métaux nobles, voilà, en retirant le principe soufre de ces métaux et en y accolant le principe mercure étant considéré comme le principe, et non pas le métal, le principe mercure, donnant sa fixité au métal. D'ailleurs, le mercure est le seul métal qui, à température ambiante, est liquide. Il ressemble à l'argent. Dans le tableau périodique des éléments, il s'écrit Hg, parce que c'est de l'hydrargir, c'est-à-dire de l'argent hydraté. Voilà. Donc ces 4 éléments-là nous ont permis les alchimistes d'essayer de comprendre la transformation de la matière et pourquoi l'élémentaire pouvait donner de l'élément air grâce à l'usage de l'élément feu. Et lorsque on utilisait l'élément eau, on retrouvait l'élément feu et on formait ce qu'on appelle de l'hydroxyde de calcium. Et donc cette alchimie, elle est apparue au IIe siècle, à Alexandrie, où finalement il y a toute une population qui rentre en contact et où il y a, dit-on, une secte des adeptes du dieu Hermès Trismégiste qui ont un savoir-faire sur la matière qui ne doit pas sortir du temple. C'est pour ça qu'on dit quelque chose est hermétique, parce que justement, c'est en référence à ces fameux prêtres qui voulaient garder leur secret. Et déjà, Alexandrie au IIe siècle, on va préparer de nombreuses du sel d'ammoniac, du vitriol qu'on savait faire, et on disposera de nombreux dispositifs justement qui seront associés au transfert de la matière. Mais ce qu'il faut savoir finalement, c'est que ce fait de l'alchimiste de transformer la matière est une transgression. Et cette transgression pour l'alchimiste, elle induit un devoir de rectitude morale et ce qu'on appelle de sens du labeur. On ne peut pas prétendre transformer la matière sans avoir cette rectitude morale et ce sens du labeur. Et c'est l'alchimiste qui va inventer le laboratoire. Parce que le laboratoire, c'est le lieu du labeur. Et encore souvent, quand on est dans les laboratoires de chimie, on nous dit qu'il faut travailler, parce que prétendre transformer la matière nécessite d'avoir un sens du labeur. Et comme on le dit souvent, en travaillant sur le corps et les esprits, par des opérations qu'on appelle de purification et de rectification, l'alchimiste va introduire un systématisme anthropomorphique. En chimie, on parle d'affinité chimique. On parle d'affinité électronique, comme si un électron pouvait avoir de l'affinité pour quelque chose. Et pire que cela, quand on mesure des affinités en chimie, on les multiplie toutes par -1. Parce que ce qui est spontané en chimie est toujours relevé par un chiffre négatif. Mais comme tout ce qui est négatif ne peut pas être de l'affinité, mais de la haine,
alors on multiplie tout par -1 pour mesurer ce qu'on appelle les affinités chimiques. La chimie est très anthropomorphique, beaucoup plus que la biologie et beaucoup plus que la physique. Alors après cette théorie des Grecs, cette théorie au-dessus des Grecs, d'Aristote et des 4 éléments, forcément, la chimie va définir finalement ces objets de constitution et de réaction. Et ces objets de constitution et de réaction, eh bien, elle est issue des Grecs aussi. Et en fait, entre la théorie des 4 éléments et la fameuse théorie atomique, eh bien, elles vont toutes les deux perdurer, même si la théorie des 4 éléments avait plus de perspectives dans le savoir-faire pratique. Alors, la théorie atomique, elle est née d'une intuition simple et d'un principe de non-contradiction. Si la matière est divisible à l'infini, il ne reste rien. Cela voudrait dire que la matière n'est faite de rien. Et donc, on est obligé de s'arrêter à un moment de division de la matière. Si vous achetez Les Misérables de Victor Hugo, vous les achetez en 3 tomes. Si vous achetez Notre-Dame de Paris, elle est atome, il n'y a qu'un tome. Et donc, les atomes, c'est pareil. Les Misérables de Victor Hugo, ils s'arrêtent aux 3 tomes, et chaque tome est atome. Il ne peut pas être plus disséqué. Et l'intuition atomistique des Grecs, elle vient là. Elle vient, en fait, qu'il y a un principe de non-contradiction. Si la matière est divisible à l'infini, il ne reste rien. Alors la matière ne serait faite que de rien, et ça, ce n'est pas possible. Et cette intuition atomistique des Grecs, alors il y a notre savant national, Antoine Lavoisier, qui concourra à la remettre un peu au goût du jour avec son fameux « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », grâce à des réactions chimiques. Il utilisera de l'hydrogène, puis de l'oxygène, qu'il fera réagir ensemble, et il montrera que l'élément O des alchimistes, eh ben, ce n'est simplement qu'un produit de réaction entre l'hydrogène et l'eau. Alors, pour la petite histoire, Lavoisier il est mort en 1794, guillotiné, parce qu'il était fermier général. Donc, globalement, c'était un percepteur à titre privé qui avait le droit de percevoir des impôts et financer le royaume. Et en 1794, on a estimé que tous ces fermiers généraux devaient être guillotinés. Et Lavoisier sera guillotiné au titre de fermier général. Et donc, cette théorie atomique, elle va revenir au goût du jour en 1808 avec John Dalton, comme je vous montre ici, qui était daltonien. Et ce fameux John Dalton, eh bien, il nous montrera que si finalement je prends 3 grammes de carbone et 8 grammes d'oxygène, je vais fabriquer du gaz carbonique. Mais qu'en même temps, si je prends du carbone et de l'oxygène, mais dans une proportion non pas de 3 pour 8, mais de 3 pour 4 en grammes, alors c'est du monoxyde de carbone que je vais obtenir. Alors le CO2 et le monoxyde de carbone n'ont pas tous les deux les mêmes propriétés. Si vous respirez du CO2, c'est pas très sympathique, mais du monoxyde de carbone, c'est très dangereux. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous montrer Dalton? C'est que pour passer de celui-là à celui-là, je suis obligé de passer de 8 à 4, et pas de 8 à 5, et pas de 8 à 6, c'est-à-dire que j'ai vraiment un bond discontinu. Et ce bond discontinu montre bien qu'il y a une discontinuité entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas sécables. On fera pareil avec la synthèse de l'eau que nous montrera Avogadro. Alors finalement, la chimie, eh ben, c'est tout un corpus théorique qui est à la fois basé sur une constitution chimique et sur une combinaison chimique. Et en fait, la chimie, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec les atomes. Par exemple, ici, si je reprends le cas du vitriol, du fameux vitriol, avec ces atomes hydrogène en rouge, un ici en noir, que je fais réagir ici avec le gaz éthylène. Eh bien, ce gaz éthylène, qui réagit avec ce vitriol, comme nous l'avait montré Marcelin Berthelot, vous voyez que au sein de cette molécule-là qui est formée, cet hydrogène en rouge qui était là va se transférer ici sur l'éthylène. Et cet hydrogène qui est en rouge ici, qui avait une propriété acide là, quand il est transféré ici, il a perdu sa propriété d'acidité. Et puis, si je continue ma réaction, eh bien, je vais synthétiser ici de l'éthanol, du CH3, CO2H. Et tous ces chimistes français que je montre ici nous montreront que finalement, ce qui est important en chimie, c'est la constitution et que finalement, la présence des atomes au sein d'une molécule détermine la propriété de cette molécule comme de la propriété des matériaux dans lesquels elle est partie intégrante, comme le montrait Ampère. Au-delà de cette constitution chimique, les chimistes vont montrer que la chimie, c'est aussi tout un tas de processus à l'équilibre. Avant de synthétiser la fameuse soude, on s'était aperçu que la soude, on l'importait d'Égypte,
Parce qu'en 1794, Claude-Louis Berthollet avait été envoyé avec Napoléon en Égypte, et il avait remarqué que sur les lacs d'Égypte, c'est les lacs de natron, eh bien, il y avait énormément de soude qui se déposaient. Et quand on essayait de faire cette réaction-là au laboratoire, ça ne marchait pas. Et ce qui se passait simplement, c'est qu'avec la chaleur, avec les vagues, eh bien, petit à petit, la soude se déposait sur les berges, et comme les fonds du lac sont assez poreux, eh bien, le chlorure de calcium qui était formé dans la réaction chimique était drainé vers le fond du lac. On avait ici ce qu'on appelle en chimie un déplacement des équilibres. Et ce que sait faire la chimie, c'est de calculer les fameux déplacements d'équilibre. Souvenez-vous quand je vous parlais de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est un déplacement d'équilibre. Certains un jour ont même dit, et je leur laisse, que la crise des subprimes en 2008, c'est un simple déplacement d'équilibre parce que c'était des foyers qui n'arrivaient pas à payer leurs prêts de maison. Ce qui représentait, alors je ne suis pas spécialiste de l'économie, mais c'est un bel exemple, pas grand-chose dans la finance mondiale. Mais ce déplacement d'équilibre a conduit, pendant 10 ans, puisqu'en 2018, je crois qu'on en sortait de cette crise-là, à rechercher un nouvel état d'équilibre. Le cas du Covid n'est pas un déplacement d'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est tout s'arrête. Le Covid, c'est tout s'est arrêté. Ce n'est pas un déplacement d'équilibre. Tout s'est arrêté, 1 an après, tout était reparti. Et donc le chimiste sait travailler sur l'état d'équilibre. Et il sait modifier les états d'équilibre afin de favoriser un sens de réaction par rapport aux autres. Et ça, c'est un Français, Henri Le Chatelier, qui nous le montrera. Alors quel est le statut finalement, puisqu'il faut en venir, vis-à-vis des autres sciences biologiques? Alors quand on s'intéresse à la matière, je parle, la biologie, elle, va s'intéresser aux séquences du matérialisme sur le vivant. Les biologistes reconnaîtront ici les fameux cycles de Krebs qui nous montrent comment l'énergie peut être produite dans la cellule à travers un cycle. La physique, elle, quand elle élabore la structure atomique et quantique de l'atome, elle met l'atome en équation, avec des équations que je vous ai montrées ici, c'est les fameuses équations Schrödinger. Et la chimie, elle va tenter d'appréhender la pluralité de la matière au travers de ses structures et des phénomènes qu'elle provoque. Et alors donc, ce sera mon avant-dernier slide, quel est le statut du chimiste finalement en sciences? Alors Michel Pouchard avait dit, et je trouve ça très joli, que le chimiste est un architecte et un maçon de la matière. Ces briques sont quoi? Ces briques, ce sont les éléments du tableau périodique de Mendeleïev, l'azote, l'oxygène, le carbone, l'hydrogène. Et puis le ciment, c'est quoi? Le ciment, ce sont les électrons qu'il y a autour des noyaux de ces éléments qui réagissent entre eux pour former les liaisons chimiques qui constituent ensuite les molécules. Ainsi, le point de vue du chimiste, c'est quoi? C'est d'appréhender la pluralité des phénomènes que l'on peut observer sur la matière, comme le polymère qui fait cette table, comme la laine qui forme ici mon écharpe, ces couleurs, d'ordonner la complexité des unités de base de ces différents éléments, de ces différents atomes qui sont des unités agissantes pour créer les molécules, et justement d'essayer de considérer ces unités de base qui ont a priori des propriétés primaires, géométriques, d'atomes qui bougent dans le vide. Et comment concevoir que ces atomes qui sont sans propriétés caractéristiques, autres celles qui sont géométriques ou mécaniques, conduisent à faire des matériaux et des molécules avec des qualités secondaires, d'odeur, de couleur, de toucher, que le chimiste doit appréhender. Et en fait, alors, finalement, peut-on penser en chimiste? Et pour répondre à cette question, on peut comparer les aspects mécaniques, c'est-à-dire de mouvement que conçoit la physique par rapport à l'atome, avec ceux de la chimie par rapport à la molécule. Si on se réfère aux physiciens, dans un groupe d'atomes, les individus de ce groupe, qui sont ici, ce sont des atomes qui sont ici dans l'atmosphère en train de voler, sont supposés tous identiques entre eux. Les atomes d'azote, ou les éléments azote ou d'autres atomes qui sont en train de voler ici dans l'atmosphère. En conséquence, le comportement de ces n individus, de tous ces individus, eh bien, est n fois celui de la moyenne de tous ces individus. C'est-à-dire que tous ces individus, qui sont supposés identiques entre eux, le comportement du groupe, c'est le comportement de la moyenne.
Et qu'en conséquence, c'est l'environnement qui détermine ou qui anime le système. C'est-à-dire que dans son groupe d'atomes, si je chauffe plus ou moins ce groupe d'atomes, cette population qui est représentée ici va se déplacer et tous les individus se déplacent avec la moyenne de cette population. Pour le chimiste, la molécule est un microcosme d'artificialité qu'on a construit, où l'atome met en balance son origine. Souvenez-vous de cet atome d'hydrogène dans l'acide sulfurique qui était acide. Quand il est rentré dans la molécule d'éthanol, il n'est plus acide. Cet atome, il est rentré dans le projet de la molécule d'éthanol, dans le projet moléculaire. Ces individus atomiques, ils ne sont pas uniquement des membres, qui seraient réduits à une zéro-dimensionnalité, mais il faut considérer plutôt la molécule comme une association de la pluralité des singularités atomiques et qui s'effectue au travers d'un pacte moléculaire qui est consenti pour aller vers le projet de la molécule, qu'elle soit acide, qu'elle soit basique, que ça soit un colorant ou que ça soit un antibiotique. Ainsi donc, le projet du chimiste se rapprocherait peut-être du contrat social, justement, de Jean-Jacques Rousseau, qu'il avait proposé en 1762. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau avait été auteur en 1743 d'un livre qui s'appelait « Les institutions chimiques ». Et donc, en fait, pour terminer, outre son positionnement sans cesse à l'équilibre de la chimie entre ces différents contrats moraux, environnementaux et sociaux, son positionnement entre la chimie, la biologie et la physique, on peut dire que la chimie, son étude du comportement socio-moléculaire et sa capacité à s'occuper de problèmes non traitables rigoureusement ni par les mathématiques ni par la physique, car gouvernés par des facteurs trop nombreux, en font peut-être un support de réflexion pour la sociologie, l'histoire et l'économie. Et je rajouterais que sa logique du flou la rapproche un peu de l'art poétique de Verlaine, qui nous dit que nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien qu'en la nuance, et tout le reste est littérature. Merci. Bonsoir et merci pour votre présentation. Question concernant le présent et le futur. J'ai cru comprendre qu'on était capable, grâce à diverses intelligences artificielles, d'imaginer beaucoup plus rapidement que l'humain de nouvelles molécules, voire des protéines, qui sont des assemblages de molécules. Quel est l'état de l'art? Quelles sont les perspectives? Quel gain de temps peut-on espérer aujourd'hui et dans les quelques années à venir? Avec des propriétés probablement nouvelles, je ne sais pas, parce que l'IA ne crée pas, n'est pas créative. L'IA, elle a en mémoire ce qui s'est déjà fait. Les processus créatifs, pour moi, ne sont pas dans l'IA. Par contre, elle va accélérer toutes les possibilités de réactions chimiques que l'on peut concevoir. Cependant, si on considère la pluralité des phénomènes possibles, la créativité est largement laissée aux chimistes, à mon avis. Et puis, on s'est aperçu que, justement, avec la crise du Covid, il y avait énormément de molécules qui étaient dans les placards, dans les frigos des chimistes, et qui avaient déjà été synthétisées, nouvelles, et qui pouvaient être utilisées, disait-on, les unes avec les autres pour ou contre certaines maladies. Enfin, là, moi, je ne suis pas médecin. Mais si l'IA va accélérer la façon de réfléchir sur les possibilités de combinaisons chimiques, la création de molécules nouvelles est laissée à l'art du chimiste. Parce qu'en fin de compte, le chimiste crée son propre objet d'étude, puisqu'il synthétise ses propres molécules. Et à partir du moment où la chimie est peut-être comparée à l'art, je pense que l'intelligence artificielle, si elle accélère, elle n'a pas de processus créatif pour aider le chimiste à fabriquer de nouvelles choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. L'IA est un formidable outil, mais je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de processus créatifs. Je dis ça, peut-être que je vais faire hurler certains tenants de l'IA.
Elle nous aide, nous, par contre, à reconnaître de plus en plus les molécules du vivant par l'interrogation de banques de données, par l'interrogation de logiciels qui nous font toucher du doigt que les molécules qu'on est en train de retrouver dans des organismes vivants, biologiques ou animaux, ressembleraient probablement à celles qui sont actuellement référencées. Là, ça nous aide énormément. Mais il faut toujours l'imagination humaine et puis la rationalité humaine pour essayer de découvrir quelles sont ces nouvelles molécules. Parce que le chimiste, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Il travaille sur quelque chose qu'il ne voit pas. Il utilise énormément d'instrumentation pour essayer de voir ce qu'il ne voit pas. D'essayer de voir comment vibrent les molécules, d'essayer de voir comment elles sont fabriquées en refaisant le puzzle moléculaire. Il essaye de faire des réactions chimiques en supposant que les atomes attaquent les bons endroits d'une autre molécule pour former une autre molécule. Mais fondamentalement, c'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine qui essaye de déduire de l'invisible la pluralité des phénomènes qu'il est en train de mettre en œuvre ou d'observer. Monsieur Bédou. Merci beaucoup, David, pour cette belle présentation. En fait, on voit que c'est effectivement une discipline qui se situe, et qui côtoie aussi bien la biologie et la physique. On parle beaucoup en ce moment d'interdisciplinarité avec l'apparition de nouveaux métiers qui sont justement et qui requièrent des compétences, des connaissances qui se situent entre ces différentes disciplines. Et en fait, alors moi, la conférence amène à plusieurs interrogations, à plusieurs questions. La première que je voulais te poser, c'était finalement en lien avec l'évolution que l'on connaît depuis quelques décennies là, en lien avec l'énergie, par exemple. Donc, tu as parlé tout à l'heure des produits de la pétrochimie. Aujourd'hui, on sait que ce sont des énergies, les réserves fossiles font que c'est sans doute une source d'énergie qui va progressivement être délaissée. Et c'est très bien pour le climat, puisqu'on voit que ça a eu des effets aussi négatifs. Et aujourd'hui, la chimie, en fait, elle va quand même continuer à intervenir, mais différemment, puisqu'on voit, par exemple, à travers le photovoltaïque, à travers la production d'hydrogène, beaucoup de nouvelles sources en fait, d'énergie qui font intervenir cette discipline. Et donc, on voit que cette discipline-là, elle a aujourd'hui encore, il y a énormément d'enjeux autour de cette discipline. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que les jeunes se désintéressent et délaissent en fait l'apprentissage lié à ces disciplines-là. Alors on pourrait dire la même chose pour la physique et les mathématiques. Et je voulais savoir un peu quel est ton regard par rapport justement à l'enseignement aujourd'hui de la chimie, l'enseignement même des disciplines qui sont sur le slide ici, pour en fait essayer d'attirer et de montrer aux jeunes que les challenges des années qui viennent sont des challenges à travers ces disciplines-là. Et donc, pour que l'humanité, pour que l'humain vive mieux, il faut que ces nouvelles générations s'approprient ces disciplines-là. Et donc, moi, je trouve préoccupant que, que les jeunes se détournent de ces disciplines. Et donc, je ne sais pas, quelle est ta vision des choses et comment on pourrait peut-être les... Je crois que la chimie souffre comme... Peut-être, tu connaissais mieux, comme l'agroalimentaire, d'une image de marque. Les écoles d'agro me disent on a de moins en moins de candidats, là je parle de l'agro, parce que agroalimentaire égale engrais, égale mauvaise image de marque. La chimie souffre de la même façon. Je vous ai montré le 7e continent de plastique, je montre une slide comme ça à des étudiants, ils courent vers la biologie et ils sortent du cours, c'est évident. Par contre, moi je pense que la chimie doit repartir d'une matière qui est en ce moment en train de décliner, qui s'appelle la biochimie structurale. C'est-à-dire là où on étudie les molécules du vivant, avec toutes les voies métaboliques. La chimie a tout intérêt à repartir de ça et à remontrer qu'il n'y a que le chimiste qui arrive à bien comprendre cette transformation de la matière, et pourquoi pas ensuite, à partir d'autres objets du vivant, des végétaux, anticiper leur transformation pour leurs usages. Au même titre que dans la révolution industrielle, personne n'aurait pensé que ce fameux goudron
servirait un jour à faire des colorants et à faire toute cette gamme de molécules. Mais c'est parce que, cette fois-ci, le chimiste s'est intéressé à tout ça, parce que la modernité, c'était le goudron. Après la guerre, hein, la modernité, c'était le formica, c'était les banylons. Hein. On sait que les banylons, ils étaient vendus pour déstocker les fameux parachutes américains qui étaient faits en nylon, parce qu'ils n'avaient que de vertu que de ça. Que les herbicides et tout ça, c'est tous les gaz qu'on avait utilisés dans la guerre du Vietnam, il fallait bien déstocker tout ça. Et donc, la chimie, alors là, bien sûr, forcément, je vous parle de quelque chose de pas très réjouissant, mais on n'aurait jamais pensé que dans la révolution industrielle, le chimiste arrive autant, parce que ce n'était pas prévu au début, à valoriser tous ces sous-produits du goudron qu'on aurait laissés dans la nature. On n'a pas anticipé le fait que les chimistes, malgré tout, travaillent sur toutes ces petites molécules synthétiques à partir des années 30. Pour faire des nouveaux médicaments, alors forcément, d'autres plus ou moins intéressants, et évidemment faire des herbicides et des fongicides. Ceci étant, s'il n'y avait pas eu d'herbicides, de fongicides, il y a des cultures qui n'auraient jamais vu le jour, et il faut reconnaître quand même qu'il a fallu nourrir du monde avec ça. Et maintenant, moi, je pense que la chimie, si elle s'intéresse plus au vivant, si elle intègre plus le vivant, c'est-à-dire étudier comment réagissent les molécules entre elles, au niveau des voies métaboliques du vivant, qu'il soit végétal ou animal, on peut recréer un engouement chez les jeunes de s'intéresser, comme je le dis ici, d'appréhender la pluralité de la matière au travers du monde vivant pour la valoriser le mieux possible. Et puis c'est peut-être de là qu'il faut repartir, à mon avis, en matière de pédagogie. Quand on regarde un petit peu les programmes du lycée, enfin moi je ne suis pas un spécialiste des programmes de chimie au lycée, mais ce que j'en vois, c'est que c'est quand même assez lié à tout ce qui est chimie synthétique. Et ce que tu prônes, ce serait plutôt la chimie du naturel. Enfin, c'est à travers le monde naturel, quoi. Ce qui voudrait dire de revoir assez en profondeur cet enseignement-là pour essayer d'attirer les jeunes, quoi. Et quand on voit les défis des années futures, à travers que ce soit l'environnement, l'énergie, la communication, etc., les nouveaux matériaux, parce qu'on parle maintenant de matériaux qui doivent être compostables, recyclables, etc. Et tout ça, effectivement, c'est de la chimie du naturel. Donc, voilà, c'est... En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation, parce qu'elle est très inspirante, et voilà, c'est bien d'avoir cette présentation-là. J'ai un jeune ingénieur chimiste à côté de moi, donc tu as une question ? Ouais, ça rejoignait. Merci beaucoup pour votre présentation, j'ai appris plein de choses. Ça rejoignait un petit peu celle de Gilles, mais ça serait, à titre personnel, dans mon entourage, je ne vais pas dire qu'on me juge, mais quand je dis que je fais de la chimie, je suis quelqu'un qui vient de la campagne, qui fait pas mal de choses liées à la nature, mais quand je dis que je fais de la chimie, on me dit ah oui, ben c'est bizarre. Enfin, la chimie, ça n'a pas une belle image globalement dans la société. Tu vas contribuer à la pollution, à la dégradation de la planète et tout ça. Donc je pense personnellement qu'il y a besoin d'une phase de sensibilisation autour de la société. Et ma question serait à quel stade en fait on pourrait agir sur valoriser un petit peu l'image de la chimie, et de quelle manière ce serait possible de sensibiliser les gens sur la réelle facette de la chimie. Alors vous l'avez fait avec cette présentation qui est super inspirante, mais et je sais certaines choses parce que j'en ai fait un petit peu mes études, mais de manière plus simplifiée, plus vulgarisante, de quelle manière on pourrait donner une meilleure image de la chimie. Alors vous en avez parlé par rapport au changement des programmes, mais pour des gens qui ne s'engageraient pas dans des études scientifiques, de quelle manière on pourrait justement améliorer cette image-là pour l'ensemble de la société? Ouais, c'est une petite colle là. Seulement la chimie, c'est quand même la science. Si la chimie pollue, Micro. Si la chimie pollue, elle s'est très tôt intéressée à éviter cette pollution et à la détecter. C'est-à-dire que la chimie a inventé la chimie analytique pour essayer de détecter, alors ce qu'on voit dans NCIS, là, avec tous ces instruments plus intéressants les uns que les autres, pour essayer de détecter tous ces pesticides dans l'eau. C'est-à-dire que la chimie, elle se fait un recul sans arrêt sur elle-même.
Donc elle valorise les sous-produits. Elle pollue, elle fait un retour sur elle-même en inventant la chimie analytique pour détecter les polluants éventuellement qu'elle met. Et puis en même temps, elle essaye de faire des procédés moins polluants. Donc la chimie a toujours ce retour un peu psychanalytique, là, de retour sur elle-même, en se posant toujours ces questions-là. Je ne suis pas sûr que d'autres sciences le font de cette ampleur-là. C'est-à-dire que d'inventer soi-même les façons de se réguler et de créer à chaque fois d'autres filières théoriques pour se réguler soi-même. Alors forcément, la chimie, on est obligé d'en vivre. Hein, bon, si c'est dans la campagne, tout nous montre qu'il y a plein... Et puis, le chimique est naturel, je le disais. On va dans une pharmacie, on dit, voilà, donnez-moi quelque chose de naturel, je veux pas de quelque chose de chimique. Ah oui, mais si je vous donne une molécule, elle est naturelle. Donc, voilà, c'est... Et puis, en même temps, ce que je voulais dire, c'est que... quand vous me parliez de... oui, voilà, tout autour de soi, on n'a que du chimique. À la fois quand c'est synthétique et à la fois quand c'est naturel. Donc on est bien obligé de vivre avec. Alors il y a deux façons de s'en sortir, comme je le disais, c'est de revenir au vivant, parce qu'il n'y a, à mon avis, que le chimiste qui appréhende la pluralité de la matière, qui comprend comment les molécules réagissent entre elles. Le biologiste, lui, va regarder la conséquence de tout ça, à l'échelle de la cellule, à l'échelle de l'organisme. Alors attention, hein, il est hors de question pour moi de vous dire que c'est pas parce que le chimiste sait que l'ADN c'est une molécule qu'il a tout compris de la vie. Hein. Simplement, le chimiste, il sait comment l'ADN se structure, il sait comment l'ADN réagit éventuellement avec d'autres molécules, ce qui crée des cancers. Ça, le chimiste, il le sait. Les méthylations de l'ADN, il le sait. Les transferts d'électrons sur l'ADN qui créent des possibles mutations génétiques, c'est le chimiste qui le sait, là. D'accord ? Donc, le chimiste sait appréhender la pluralité du vivant au niveau moléculaire. Je pense qu'il faut revenir de là pour retrouver une chimie qui peut être synthétique, mais qui respecte l'environnement et qui respecte le développement durable. Sachant en plus qu'il n'y a que le chimiste qui arrive à détecter dans l'alimentation les différents contaminants qui peuvent être d'origine naturelle. Parce que dans la nature, le curare, c'est pas quelque chose de très sain pour la santé. Eh ben, le chimiste, lui, il est capable de détecter à une échelle infime ce curare. Donc, la chimie, c'est ces deux côtés, moi, je pense, qui sont importants. C'est de la reconsidérer en repartant du vivant et de considérer le fait qu'elle est pour l'instant la seule à détecter la durabilité du développement. À part un compteur Gégère pour une bombe atomique, je ne sais pas si... Est-ce que vous pourriez nous donner l'étymologie du mot chimie? Première question. Je ne pourrais pas vous le dire. Il y a beaucoup de mots en sciences dont on ne connaît absolument pas l'étymologie. Alors, deuxième question. La physique a abouti, entre autres, à l'industrie nucléaire, sans pouvoir régler le problème des déchets. Et quant à la chimie, elle a abouti donc à l'artificialisation du monde tel que nous le connaissons. Ici, tout est de la chimie artificielle. Pour l'instant, elle ne sait pas comment rendre tous ces matériaux à la nature. Donc, elle aboutit à la même impasse que la physique. Ah oui, oui, ça c'est certain. Mais elle est là comme la physique, la chimie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais elle essaye de faire le maximum pour limiter son impact sur la nature et sur le monde environnant. Excusez-moi, non, tous les plastiques qu'il y a dans la mer et puis tout le reste montrent bien qu'elle ne fait aucun effort, parce que ceux qui quand même organisent la chimie n'existe pas en dehors des chimistes, et les chimistes, ce sont des humains dans une société. Et ce sont les donneurs d'ordre, ce ne sont pas les chimistes. Les chimistes ne sont que leurs exécutants. Les donneurs d'ordre, c'est d'autres parties de la société. Et quand ils vous donnent les ordres et les moyens de travailler sur certaines choses, eh bien pour l'instant, aussi bien en physique nucléaire qu'en chimie synthétique, nous n'avons pas de solution. Et ce n'est pas sûr qu'on en trouve, car la masse énorme
de la population humaine dans la biosphère fait que la biosphère n'aura peut-être plus jamais les moyens de revenir en arrière. Mais on peut même aller plus loin. Hein. Je dis souvent aux étudiants qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'entropie. Et moi, justement, ce que vous dites, c'était vrai il y a quelques dizaines d'années où finalement on pensait les ressources bien inépuisables et où finalement les sciences travaillaient plus à la transformation, à l'obtention d'un produit. Aujourd'hui, la chimie, elle pense les choses complètement différemment parce que on veut transformer la matière, mais de façon à ce que cette matière ensuite puisse être recyclée, puisse retourner dans son état où on peut de nouveau la transformer. Et on peut prendre l'exemple du bâtiment en France, où tous les matériaux utilisés en France pour faire de l'isolation sont des matériaux qu'on ne sait pas dégrader. On n'a jamais pris des matériaux naturels. Et en France, on est toujours au béton et aux produits chimiques pour l'isolation. Vous n'avez que regarder ceux qui se construisent encore autour de Vannes. Vous n'avez rien en matériaux naturels. Alors que je dis, je m'excuse, c'est encore d'actualité, ça risque d'être encore vrai demain. Oui, mais si on laisse le soin, parce que là, il y a des donneurs d'ordre, il y a eu énormément de recherches en chimie pour faire des matériaux biosourcés, mais on ne donne pas les moyens aux chimistes d'y aller non plus. Voilà, donc le chimiste, si vous lui dites, faites-moi, comme je disais, si on part du vivant et qu'on refait un matériau biosourcé, si le chimiste, lui, il attend qu'une chose, c'est de faire ça. Mais c'est les donneurs d'ordre qui trouvent, alors ça les regarde, hein, je ne suis pas dans les hautes sphères, qui utilisent ça. Mais ce qu'il faut voir, et je vous le dis sincèrement, la chimie, elle sait faire un truc, c'est ça. C'est l'équilibre. C'est la seule science, qui est capable de réinventer le passé. Parce que dans une réaction chimique, on peut aller vers l'avant et on peut retourner en arrière. Non, dans une réaction chimique. Non, je parle dans une réaction chimique dans un ballon. Quand vous faites une réaction chimique comme ici, je peux aller vers l'avant ou je peux aller vers l'arrière suivant les compositions. Et le chimiste est peut-être le seul à avoir ce mode de réflexion-là. Parce que la chimie, c'est la seule science qui invente le retour en arrière. Et le chimiste, si vous lui demandez, si les donneurs d'ordre lui disent « il faut revenir en arrière », tous les chimistes seront tout à fait heureux de synthétiser des molécules naturelles, biosourcées. Synthétiser, c'est pas forcément mal. Hein. Synthétiser, ça peut être suppléer la nature. C'est-à-dire faire ce que ne peut pas refaire la nature. Et peut-être que là, le chimiste peut le faire, mais il faut lui en donner les moyens. Moi, je ne suis pas président de BASF, Bayer, qui sont des très belles sociétés. Je veux pas. Mais si on donne les moyens aux chimistes, aux scientifiques, les scientifiques, ils n'ont qu'une envie, c'est de travailler dans ce sens-là. Mais je crois que ce serait faux de croire que la chimie en elle-même est une science nuisible. La chimie, c'est... Oui. C'est une science qui étudie la pluralité des phénomènes et de la structuration de la matière. Les protéines, c'est les chimistes, l'ADN, c'est les chimistes, le cycle de Krebs, c'est des chimistes. Et tous ces gens-là, ils ont aidé à comprendre le vivant. Et maintenant, on essaye de trouver les moyens, justement, de faire du matériau biodégradable. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai travaillé il y a très longtemps dans une usine chimique qui essayait de faire des plastiques à base d'acide acrylique. C'était son but. C'était de faire des matériaux plastiques à base d'acide... pas d'acide acrylique, pardon, d'acide lactique. D'acide lactique. Et elle voulait remplacer l'acide acrylique par l'acide lactique. Et je vous parle de ça il y a 10-15 ans. Je pense que c'est là qu'on devra évoluer. Mais, d'un autre côté, il faut qu'on apprenne à se passer de certains conforts. Parce que la chimie procure du confort malgré tout. Et sans passer, il faudra y apprendre. Les différents découvreurs qui étaient en Europe. Aujourd'hui, où sont les grands groupes chimiques et comment se répartit la production chimique dans le monde? Alors, j'ai une slide qui était les grands groupes chimiques. Alors, c'est marrant. Enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais ils datent. C'est des grands groupes, ils sont allemands. Voilà. Oui. Ouais, ils sont toujours BASF, c'est toujours le leader mondial. Bayer. Oui. Oui.
plus grosses usines en Europe, en tout cas, et dans le monde, c'est Bayer. La première, c'est BASF, pardon. Bayer doit peut-être être maintenant 4/5e. Il y avait Hoechst aussi, qui était très forte. Du côté de la Chine, il y a eu une forte émergence de l'industrie chimique depuis quelques années. Chez les Américains, alors Dow Chemical, c'était les Anglais. Chez les Américains, il y avait Dupont de Nemours. J'ai plus tout en tête. Mais ce qui est l'industrie chimique mondiale, c'était l'industrie chimique allemande, jusque dans les années 2000, 2010. Bayer, BASF, Hoechst, c'était les 3 premières dans le monde, jusque dans les années 2000. Et né de la chimie des colorants, né de l'aniline, né de la soude. Voilà. Parce qu'en Allemagne, pour tout vous dire, on savait faire travailler très tôt les gens dans les universités avec les industriels. On savait breveter les choses. Et puis, il y a eu quelque chose que les Allemands ont fait. Les Français étaient contre la théorie atomique jusqu'au début du XXe siècle. Parce que certains disaient que supposer l'existence de l'atome, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est mettre la science au rang de religion. Et donc, il était interdit de parler de la théorie atomique. Et les Allemands, eux, un peu les Anglais aussi, ont considéré que parler de la théorie atomique, ça permettait d'écrire des molécules. Et de l'existence réelle des atomes, c'était pas très important. Ça permettait de parler entre ingénieurs, d'écrire des molécules entre soi, de réaliser les réactions qu'on voulait faire. Et donc, ils avaient très tôt compris que c'était un moyen d'écriture très commode, qui s'est révélé bien sûr vrai par la suite, contrairement aux Français qui étaient plutôt en train de rechercher la réalité complète de la matière. Donc il y a eu ces deux choses-là, à la fois cette chimie des organismes, chimie organique, qui ont permis aux ingénieurs de parler entre eux et d'écrire tout ça, et puis aussi le lien qu'il y avait très tôt entre les universités et l'industrie allemande. Les grands chimistes allemands avaient été formés à Paris, chez Gay-Lussac. Certains... Et puis ils sont partis après, ils sont retournés en Allemagne. Alors, mais la chimie allemande est... Maintenant, vous voyez, c'est la chimie chinoise, bien sûr, qui augmente, mais la chimie allemande a été très longtemps... Après, il y a eu ce gros consortium fait dans les années 30, qui c'était IG Farben, qui regroupait... En fait, les Allemands, ils avaient compris qu'il fallait faire une grosse multinationale, qui regroupait BASF, Bayer et Hoechst, notamment, plus une dizaine d'autres, je crois. Et ils avaient construit un colosse mondial de chimie qui s'appelait IG Farben. Pendant IG Farben, pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu un rôle pas très louable, et elle a été démantelée. C'est-à-dire que IG Farben a été démantelée, et BASF est redevenu BASF, Bayer et Hoechst aussi. Et IG Farben, quand même, qui a été condamné au tribunal de Nuremberg, je crois. Il y a un chimiste qui a été condamné pour crime de guerre, pour les expériences qu'il faisait pour IG Farben, puisque l'entreprise Buna, je crois, qui fabriquait des caoutchoucs, était une des entreprises de Monowitz, qui était la zone industrielle d'Auschwitz. Et donc, ils étaient directement impliqués dans l'utilisation à la fois de cobayes humains et aussi de déportés. Et donc, IG Farben a été démantelé, mais je crois qu'elle a duré jusque dans les années 70, sa raison sociale. Mais l'Allemagne a toujours été la grosse tenante de cette industrie chimique mondiale. La France était... Allez, une petite dernière. Pardon, excusez-moi, je rêve, oui. Il n'est pas bavard, il se pose des questions, il s'intéresse. Une des questions précédentes a porté sur l'énergie, et notamment a cité le rôle de l'hydrogène dans l'énergie. Or, j'ai compris que la molécule d'eau est extrêmement stable, et même si la quantité d'eau est pas infinie, mais très très grande, il va être difficile de craquer cette molécule pour en extraire l'hydrogène qui pourrait être utilisé sous forme d'énergie au-delà. Donc, au travers de peut-être la biochimie structurelle, au travers de notions de catalyseur ou autres, quelles sont les pistes qui permettraient d'extraire cet hydrogène pour le transformer en énergie, entre guillemets, du futur? Donc l'électrochimie, c'est simplement d'utiliser l'électricité pour faire des réactions chimiques qu'on n'arrive pas à faire
par les seules rencontres de molécules entre elles en chimie organique. Et donc, on utilise un courant électrique. La molécule d'eau va s'absorber sur la surface et puis ça va un peu catalyser sa transformation. C'est comme ça qu'on arrive, il y a des piles à hydrogène, des choses comme ça. Sinon, c'est vrai que la molécule d'eau est très stable. Ouais. Ah ben ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une question. Hein. Ouais. Et moi, là, je ne suis pas spécialiste en catalyse et en électrochimie pour vous renseigner. Ouais. Voilà. Oui. Oui. Oui, mais la question, c'était, est-ce qu'il faut plus d'énergie? Mais si vous... Hein? Voilà, c'est le bilan énergétique. Et il y a une science qui s'appelle la thermodynamique qui dit que de toute façon, que vous passiez par une autre des étapes, la différence est la même. D'accord. Donc l'énergie de l'univers étant constante, si vous essayez de casser la molécule d'eau tout seul ou par l'aide de l'électrochimie, de toute façon, le bilan énergétique est le même. Donc voilà, vous donnez de l'énergie à votre générateur pour casser. C'est pour ça que je dis, je suis pas sûr que... Mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans le domaine et qui essayent d'utiliser des matériaux qui facilitent de plus en plus le processus à base de nickel, qui utilisent l'alizarine comme molécule pour faire passer le courant dans la solution, des sulfates d'alizarine, des choses comme ça, et qui essayent justement de faire ces processus avec un moindre coût énergétique. Mais l'énergie de l'univers étant constant, quand vous en prenez dans un endroit, il faut bien le restituer dans l'autre. Donc, en fait, le tout, c'est de bien ordonner l'énergie. L'énergie interne de l'univers est constante, comme on dit, mais elle se dégrade. Donc, le mieux, c'est d'essayer qu'elle se dégrade le moins et d'en utiliser le mieux possible. Voilà.